Se marier avec une japonaise. Ah, sur le papier, ça ressemble à un conte de fées. Une rencontre incroyable, une culture qui fascine, bref, une vie à deux qui s'annonce pleine de découvertes. Et dans les faits, c'est le cas. Mais je n'aurais jamais imaginé tous ces chocs avant même d'être marié. D'ailleurs, l'un de ces chocs a même failli me faire renoncer à faire un mariage au Japon. Pour vous dire à quel point ça m'a stressé. Aujourd'hui, je vous dévoile les 5 plus grands chocs que j'ai vécu en demandant ma femme japonaise en mariage, de la demande officielle aux parents jusqu'à la fête en elle-même. Et croyez-moi, restez bien jusqu'au bout car le dernier choc va vous montrer à quel point nos deux cultures sont vraiment différentes à ce sujet. Et c'est sans doute ce qui m'a le plus déstabilisé. On commence par le premier choc, la demande officielle aux parents. Chez nous en France, c'est très simple. Si on veut se marier, on fait la demande à la personne qu'on aime. C'est notre moment, notre bulle. L'annonce aux parents, ça vient après et c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on annonce au cours d'un apéro ou au cours d'un dîner. Alors juste, imaginez ma surprise. J'avais tout préparé. Le genou à terre, la bague, la petite larme et elle a dit oui. Pour moi, c'était fini, l'affaire était dans le sac. Et là, elle me regarde avec un immense sourire et elle me dit « C'est super, maintenant il faut organiser une rencontre avec mes parents pour que tu leur demandes officiellement ma main. » Sur le moment, j'ai cru à une blague. J'ai dit « Comment ça, leur demander officiellement ta main? C'est bien elle que j'épouse, pas toute sa famille. » Mais j'ai vite compris que ce n'était pas du tout une plaisanterie. Au Japon, même si les choses se modernisent, l'accord des parents est une étape capitale. Ce n'est pas juste une formalité pour faire joli, c'est une preuve de respect immense envers la famille qui s'apprête à nous accueillir. Cette étape peut même prendre la forme d'une cérémonie de fiançailles formelle, le Yui-no, où les deux familles échangent des cadeaux symboliques. Aujourd'hui, beaucoup de couples optent pour une version plus simple, un repas pour demander la bénédiction tout simplement. Mais l'idée reste la même. C'est une rencontre très sérieuse où le futur marié demande à la famille de l'épouse s'il peut épouser leur fille et surtout de prendre soin d'elle. De mon côté, je me suis retrouvé à apprendre par cœur une demande officielle de mariage en japonais, mais ce coup-ci aux beaux-parents. Bon, au final, plus de peur que de mal, ça s'est très bien passé et ils l'ont accueilli avec un grand sourire bien sûr. Et une fois la bénédiction des beaux-parents obtenue, on a pu enfin se lancer dans le vif du sujet, la préparation de la fête. Et c'est là que j'ai découvert une autre pratique qui allait à l'encontre complète de tout ce que je connaissais. Et on en arrive au deuxième choc, les invités payent leur place. Mais c'est pas un cadeau de mariage comme en France, vous allez voir. En France, quand on reçoit un faire-part à titre d'invité, on pense cadeau de mariage. On va sur la liste de mariage, on participe au voyage de noces, ou on glisse une enveloppe avec ce qu'on veut ou ce qu'on peut dedans. Au Japon, c'est un changement d'ambiance radical à ce sujet. Les invités doivent payer une somme fixe. Et pas juste une petite pièce symbolique, hein. On parle d'une somme d'argent fixe et connue de tous qu'on appelle le go-shugi. Le montant dépend de votre relation avec les mariés. Un ami ou un collègue donnera environ 30 000 yens, à peu près 200 €, tandis qu'un membre de la famille ou un proche de la mariée, un supérieur hiérarchique, donnera bien plus. Cet argent n'est pas du tout vu comme un cadeau, mais plutôt comme une participation à la fête et à la préparation du mariage dans son ensemble. Et attention, hein, comme très souvent au Japon, tout est très codifié et là aussi, on n'y échappe pas. Il faut donner cet argent dans une enveloppe spéciale, la Shugi Bokuro, une magnifique enveloppe ornée de nœuds en papier complexe et impossible à refaire, pour symboliser le souhait que le mariage soit un événement unique et non répétable. Il y a même des règles qui concernent les billets. Ils doivent être neufs et sans le moindre pli. Donner un vieux billet froissé suggère un manque d'anticipation et donc est très mal vu. De plus, le montant doit être nombre impair, comme 30 000 yens, 50 000 yens, etc. Car les nombres pairs peuvent se diviser, ce qui porterait malheur au couple. Aussi, il y a des chiffres tabous, comme par exemple le chiffre 4, qui se dit shi en japonais, et qui ressemble beaucoup au mot mort. Quand ma femme m'a expliqué tout ça, vous imaginez bien que je suis tombé de haut. En France, si tu faisais payer tes invités, tu passerais pour le plus grand radin du monde. On se plie en 4 pour offrir la meilleure soirée possible à nos proches. L'idée qu'on doit payer un droit d'entrée, littéralement, est tout simplement lunaire. Ce sont vraiment deux philosophies totalement opposées entre le Japon et la France. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais c'est vrai que c'est vraiment opposé. Mais cette logique de droit d'entrée a une conséquence directe sur l'organisation du mariage et pour le coup, plutôt agréable. On en arrive au troisième choc, le mariage ne coûte presque rien aux mariés. Alors celui-ci, il va être simple, c'est une conséquence logique du choc précédent. On a bien vu que les invités doivent payer une somme fixe pour pouvoir participer au mariage. Et cette somme fixe est calculée en fonction de la proximité des invités par rapport aux mariés. Et bien cette somme, elle n'est pas vue au hasard. Cette somme est faite pour couvrir l'ensemble des frais du mariage. Les mariés ne doivent vraiment pas payer beaucoup pour leur mariage, voire rien. En France, on connaît la chanson. Un mariage, c'est vu comme un gouffre financier et un vrai investissement. Entre la salle, le traiteur, le DJ, la robe, la nourriture, etc. Bref, c'est vraiment une grosse dépense. Au Japon, toutes ces dépenses existent aussi, mais on l'a vu, elles sont couvertes par le go-shugi. Au final, ce qui reste à la charge du couple est souvent minime. Le mariage n'est pas une fête que l'on offre, c'est un événement où la communauté contribue financièrement pour célébrer leur union. Alors je ne vais pas mentir, hein, quand j'ai appris ça, j'étais plutôt soulagé car je commençais à avoir l'immense somme d'argent que je devais sortir pour faire un mariage en France et au Japon. Une fois la question financière réglée et le portefeuille plutôt soulagé, on pouvait se concentrer sur les étapes suivantes et notamment sur le moment censé être le plus important, la cérémonie à la mairie en elle-même. Du moins, c'est ce que je croyais. On en arrive au quatrième choc, le mariage à la mairie au Japon. Le grand jour approche. On a tous en tête l'image de la mairie, du maire avec son écharpe tricolore, de l'échange des consentements, des larmes de famille, etc., etc. Eh bien, au Japon, oubliez tout ça. Rien de tout ça n'existe. Au Japon, il n'y a quasiment pas de cérémonie à la mairie, voire
Pas du tout. En France, on l'a vu, le passage à la mairie est un moment très solennel qui officialise l'union aux yeux de la loi et de la société. Au Japon, littéralement, le mariage à la mairie consiste à déposer un formulaire à un guichet. Et si la mairie est fermée parce que c'est la nuit, on peut déposer tout ça dans la boîte aux lettres. Vraiment, littéralement. Oui, au Japon, pour être littéralement marié officiellement aux yeux de la loi, il suffit de remplir un formulaire. Bon, donner quelques documents justificatifs, mais c'est tout. C'est une démarche administrative à peu près aussi romantique que déclarer ses impôts. De notre côté, c'est très simple, vu qu'on habite en France, mon épouse a rempli tous les papiers en France, les a envoyés au Japon, et sa mère les a déposés tout simplement dans la boîte aux lettres. Et ça y est, nous étions mariés officiellement au Japon. La vraie cérémonie, celle qui est chargée d'émotions et qui est pleine de discours et de larmes, vient après ça et n'a aucune valeur légale. Il peut s'agir soit d'une cérémonie shintoïste, on va y revenir, ou d'une cérémonie à l'occidentale qui la plupart du temps se fait dans une fausse chapelle avec un faux prêtre. Croyez-moi, j'ai dû insister auprès de ma femme de lourdes minutes pour que je comprenne enfin comment on peut être officiellement marié à la mairie en déposant une simple lettre. Pour moi, c'était lunaire. Quand je compare à la France, c'est vraiment deux approches totalement différentes. En France, l'État a la même mise un peu sur le mariage. Au Japon, l'État est en dehors de tout ça. C'est une union entre deux familles. Ça reste une cérémonie privée. Bon, on vient de le voir, puisque la cérémonie à la mairie n'a rien de festif, toute l'attention se porte sur la vraie cérémonie, avec les rituels, les discours, etc. Et c'est là que j'ai eu les plus grands chocs et les plus spectaculaires de tous. On en arrive au 5e choc, une cérémonie millimétrée. Au Japon, mon épouse et moi-même, nous avons choisi de faire une cérémonie traditionnelle shintoïste, un Shinzen Kekkon. Et là, j'ai vraiment compris le mot pression lors d'un mariage. Tout d'abord, on m'a donné un texte avec des vœux, le Seishi Sodoku, à apprendre en japonais que je devais lire lors de la cérémonie dans le sanctuaire. J'étais ultra stressé, imaginez-vous. Lire un texte en vieux japonais devant toute la famille de mon épouse et tous mes amis qui avaient fait le voyage depuis la France. Bref, je redoutais à fond ce moment. Mais ce n'est pas tout. Durant une cérémonie shintoïste, il y a tout un tas de rituels. Je ne vais pas faire la liste de tous les rituels, mais je vais vous parler d'un autre qui m'a le plus impressionné, le Sansan Kudo, qui signifie littéralement 3, 3, 9 fois. On doit boire 3 gorgées dans 3 coupes de saké de tailles différentes. C'est magnifique, mais c'est une véritable chorégraphie orchestrée par les miko, les prêtresses du sanctuaire. Les 3 coupes représentent le ciel, la terre et l'humanité, et leur échange scelle l'union. Le chiffre 9, sacré, symbolise l'éternité. Entre le discours que je devais faire en vieux japonais, le Sansan Kudo et tous les autres rituels, je peux vous dire que ce mariage shintoïste m'a fait voyager dans le temps. Et après la solennité de la cérémonie au sanctuaire, on passe à la réception à proprement parler, le Hiroen. Et là je vous dis tout simplement, oubliez la soirée qui dure jusqu'au bout de la nuit, c'est totalement différent de la France. Une réception japonaise, c'est un spectacle millimétré qui dure entre 2h30 et 3h. C'est une succession d'événements, les discours des patrons, les diaporamas sur l'enfance des mariés, tout est chronométré à la minute près. Et le point culminant de tout ça, c'est la découpe du gâteau de mariage par les mariés. Et une fois ce marathon de cérémonies et de discours terminé, on plie bagage vers 17h et tout est fini, chacun chez soi. Pour un Français qui connaît les mariages français justement et qui est habitué à danser jusqu'à l'aube, je peux vous dire que j'étais totalement surpris. La vraie fête, le Nijikai, a souvent lieu après, mais c'est une autre soirée dans un autre lieu et c'est dans un cadre un peu moins formel. Voilà les 5 chocs que j'ai eus lors de mon mariage au Japon. N'hésitez pas à me dire lequel vous a le plus surpris. Et si vous voulez d'autres anecdotes sur le Japon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour plus d'histoires surprenantes sur le Japon.